passe maintenant la parole au ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Christine, chers collègues. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais y aller rapidement, mais c'est une annonce qui est très, très, très importante, qui va avoir un impact sur le visage français du Québec avec les changements que ma collègue apporte. Change la donne, change les règles du jeu. Et quand on change les règles du jeu, évidemment, on change la conclusion et on va se retrouver dans quelques années avec beaucoup plus d'immigrants qui, au départ, parlent français avant d'arriver. Puis, ma collègue est en train de travailler très fort sur Francisation Québec. Ça sera nécessaire. Mais si les gens arrivent et maîtrisent déjà le français, vous comprenez qu'on part avec une longueur d'avance. Puis c'est important parce que c'est important de faire une mise en contexte, là. Le Québec est dans une situation exceptionnelle. On est le seul État francophone d'Amérique du Nord. On est une minorité linguistique dans une mer anglophone. Et on est dans une situation où nos indicateurs sont au rouge. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Il y a un recul du français en ce moment. Donc, une situation exceptionnelle comme ça amène des mesures exceptionnelles. Puis on a posé des gestes. Dans le précédent mandat, je remercie d'ailleurs l'actuel ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui a piloté une loi importante, la loi 96. J'aime son nom, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est le socle sur lequel on peut bâtir d'autres choses, voire encore plus loin. Et on poursuit le travail en ce moment. On le poursuit d'ailleurs avec ce groupe d'action pour l'avenir de la langue française que j'ai le plaisir de piloter avec, bien sûr, la ministre de l'Immigration, mais aussi le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Culture, la ministre des Relations internationales et d'autres ministres qui viennent contribuer aux travaux aussi. On est un groupe au départ de 6 ministres, mais c'est important de mentionner que beaucoup d'autres personnes travaillent, collaborent, contribuent. Je remercie aussi, évidemment, le député de Saint-Jean, mon adjoint parlementaire, qui contribue aussi notamment au volet consultation publique du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Les choses qui sont présentées aujourd'hui, évidemment, ont fait l'objet de débats, de discussions. Puis je remercie énormément Christine pour son ouverture, parce que le plan a été vraiment bonifié. Puis on peut vraiment être très, très fier de ce qui est déposé aujourd'hui. Quand on change les chiffres comme elle le fait, puis elle a présenté des choses exceptionnelles. Quand on atteint un chiffre comme 96 %, c'est parce qu'il y a des gestes majeurs, audacieux, courageux qui sont posés. Donc, je pense que ce sera déterminant. Et bientôt, le groupe d'action arrivera avec d'autres mesures, donc soyez patients, restez à l'affût. On parlera, oui, d'éducation, d'enseignement supérieur, de culture, mais aussi on reviendra sur l'immigration. Le Premier ministre l'a dit, on reviendra sur la notion de l'immigration temporaire. Ça va être important aussi de continuer le travail avec le gouvernement fédéral, puis j'ai une fonction qui me permet de travailler aussi dans cette direction-là. On est capable de faire des choses gagnant-gagnant. Ça, c'est important de le mentionner, là. On n'est pas des chicaniers, on ne se laisse pas faire, on s'affirme fièrement, mais on est capable de s'entendre. Regardez ce qui s'est passé avec la fermeture du chemin Roxham. Regardez ce qui s'est passé avec C13 quand on est capable d'inscrire dans la loi ces langues officielles du Canada des éléments de la Charte de la langue française québécoise. Ça montre qu'on est capable de faire des gains. Puis il faut le faire parce que le français nous unit, le français nous définit. Puis je pense qu'on a tous cette responsabilité, s'assurer que ceux qui vont nous suivre vont pouvoir s'épanouir en français au Québec. Merci. Merci à vous trois. Nous allons maintenant passer à la période des questions. On a très peu de temps, une petite demi-heure tout au plus, donc je vais vous demander de vous limiter à une question, une sous-question. Et pour les ministres et le premier ministre, c'est possible de juste répondre aux questions qui vous sont adressées directement. On va commencer avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Est-ce qu'avec le plan que vous nous proposez aujourd'hui, si on exclut l'immigration temporaire, là, parce que ça, je comprends que ça fera l'objet d'une annonce subséquente, mais pour ce qui est de l'immigration permanente, est-ce qu'avec ce que vous nous annoncez, vous occupez entièrement là, les champs de compétences du Québec? Est-ce que vous utilisez déjà tous les outils à la portée de votre main? Parce que c'est un peu ce qui était reproché de vous demander au fédéral des choses alors que vous n'exploitiez pas pleinement tous les outils. Là, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a retourné toutes les pierres? Pour l'immigration permanente, oui. Pour l'immigration temporaire, non. Parce qu'actuellement, c'est quand même nous qui émettons les certificats, les CAQ. Donc, pour l'instant,
le gouvernement du Québec n'exige pas la connaissance du français. Donc, il y a encore de la place, effectivement, pour agir. Ça sera dans une deuxième étape. Mais on veut aussi aller chercher des pouvoirs additionnels. Mais il y a peut-être une chose aussi que j'ajouterais. La réunification familiale, c'est Ottawa qui choisit. À un moment donné, on réunifie des familles qui sont entrées, la plupart du temps, comme immigrants économiques. Donc, à partir du moment où on augmente les francophones ou ceux qui parlent français dans l'immigration économique, on peut penser qu'à moyen terme, le pourcentage d'immigrants dans la catégorie réunification familiale va aussi augmenter parce qu'on réunifie les personnes qui sont là. C'est sûr qu'il reste la catégorie réfugiés, qui est 15 %. Ça, effectivement, il peut... C'est notre contribution humanitaire, là. Donc, il n'y a pas question de toucher à ça, mais c'est possible que pour ce petit groupe-là, la réunification familiale implique d'amener des gens qui ne parlent pas nécessairement français. Je vais vous rappeler des souvenirs là, en vous parlant de Claire Sanson, puis du rapport à l'époque qu'elle avait déposé, là. Le cœur du rapport, c'était l'idée de la francisation. Puis ensuite, ça a été repris par M. Jolin Barrette, qui était ministre de l'Immigration. On avait créé ARIMA, puis on privilégiait une sélection basée sur les compétences professionnelles en se disant on va franciser les gens une fois arrivés. Est-ce qu'avec le recul, cette approche-là de franciser a posteriori, ça s'est avéré une mauvaise avenue? Bien, c'est pas idéal parce que c'est basé sur la volonté des gens. Il n'y a pas d'obligation, puis il n'est pas question de commencer à retourner des gens chez eux qui ont déjà été acceptés comme citoyens. Donc, oui, puis je le disais au début, on a beaucoup augmenté les budgets de francisation. Christine va annoncer bientôt la création de Francisation Québec, où là, il va y avoir un guichet unique. Donc, ça va être plus facile aussi d'avoir accès à ces services-là. Mais c'est certain que s'ils parlent français avant d'arriver, bien là, on ne prend pas le risque de savoir est-ce qu'ils vont choisir ou non d'apprendre le français une fois rendus ici. Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. M. Legault, peut-être pour poursuivre dans la même veine, donc, ce que vous proposez va changer beaucoup le visage de l'immigration. Forcément, on va se concentrer sur certains pays, la France, l'Europe francophone, l'Afrique francophone. Est-ce qu'on va venir exclure une grande partie du bassin d'immigration qu'on avait par le passé? Bien, on peut penser aussi, je parlais avec Martine Biron qui arrive d'un voyage en Amérique du Sud, on peut penser aussi qu'il y a des pays où les gens, par exemple, parlent espagnol, puis qui pourraient apprendre le français avant d'immigrer au Québec. Donc, on peut penser aussi à un processus comme celui-là où des gens d'à peu près n'importe où dans le monde auraient le temps d'apprendre le français, puis ensuite immigrer au Québec. Vous insistez sur le fait que maintenant, dans le nouveau PSTQ, là, on exige le français. Par contre, dans le passé, c'est juste 12 % des gens qui ne parlaient pas français du tout. Et là, vous venez moduler, c'est un chiffre qu'on a vu tantôt, vous venez moduler donc l'exigence de français. J'essaie de comprendre à quel besoin vous voulez répondre en faisant ça. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui vous disent qu'on a besoin désormais de plus de manœuvres, par exemple, que de professionnels, donc il faut moduler la connaissance? Bien, je donne les chiffres, là. Quand on regarde les requérants immigration économique, avant qu'on arrive en 2018, là, puis qu'on met beaucoup de poids sur le PEC, c'est ce que Simon a fait, dans le fond, pour augmenter le pourcentage de francophones, bien, on était à 72 % qui parlaient français. Si on ajoute les groupes réunification familiale et réfugiés, on est à seulement 50 % qui parlent français. Là, ce qu'on dit, c'est que pour les requérants en immigration économique, on va augmenter à 96 % et qu'au total, on va passer à 70 % dans un scénario, puis 75 % dans l'autre scénario. Donc, c'est une grosse augmentation par rapport à la situation avant. Du PRTQ, donc. Pour le PRTQ. Pour le PRTQ. Je te laisse aller sur le PRTQ. C'est pourquoi moduler les exigences en français? En fait, on amène des exigences en français dans le PRTQ. Il n'y en avait pas. Donc, on voulait s'assurer que ces gens-là puissent s'intégrer adéquatement puis rapidement aussi dans la société, dans leurs entreprises également.